Voilà, donc bonjour à tous. Donc bonjour à Dominique Rouget en ligne et bonjour à Cécile Clarac qui est en ligne aussi à Toulouse. Donc c'est Dominique Le Chaudel qui parle. Bienvenue à la revue de projet pour le sprint 8 de EasyParse, dont le thème aujourd'hui c'est le produit minimal viable pour les utilisateurs, pour les référentiels utilisateurs. L'objectif du sprint, c'était donc de remonter les informations utilisateurs qu'on pouvait avoir à disposition dans les fichiers de log donnés à analyser à EasyParse. Donc ici, à Nancy, autour de la table, il y a Thomas Porquet, Bruno Menette, Thomas Jounot, Patrice Ringot, Fabien Villa, Yannick Schurter et Cécilia Fabry. La démonstration va se dérouler en deux parties. Je rappelle qu'on utilise une méthode agile. On procède par sprint. On va vous montrer aujourd'hui ce qui a été fait dans ce sprint et uniquement ce qu'on a fait dans le sprint. Il y a un peu plus que ce qui était prévu parce que on avait aussi promis des choses dans les fois précédentes qui n'avaient pas forcément été implémentées, donc on a trouvé des solutions pour les implémenter. Vous verrez de quoi je parle tout à l'heure quand je vais commencer. Et puis au fur et à mesure aussi, à chaque fois de la progression du projet, on rencontre des soucis et donc on corrige des bugs, on essaye d'optimiser, on essaye d'ajouter des traces pour que l'application soit plus facilement utilisable. Le souci qu'on avait sur ce sprint, c'était en fait de caler aux besoins utilisateurs, sachant que d'un point de vue iniste, on n'avait pas réellement de besoin, puisque nos utilisateurs au niveau EasyParse se connectent via un login et que on fait les rapprochements plus tard avec cet identifiant, ce login, par rapport aux composantes et à la constitution du laboratoire. Voilà, on utilise le code unité via Labintel, qui sert au niveau CNRS à gérer les laboratoires. Donc c'est en deuxième partie de Sprint Review. Donc c'est un peu particulier par rapport à la méthode agile, puisque là on va parler de choses qu'on n'a pas fait dans le sprint. Mais c'est pour vous permettre de voir ce que nous, on utilise au niveau inist. Donc, c'est Cécilia Fabry qui utilisera Omniscope pour vous présenter ça. Donc, au niveau de ce qu'on a traité, donc là, je vous invite à regarder ce qui s'inscrit sur l'écran. J'avais parlé la dernière fois de la possibilité d'avoir des valeurs prédéfinies, de se souvenir de ce qu'on avait rempli dans le formulaire, parce qu'il est assez, ça peut devenir assez complexe, notamment quand on doit remplir le format en entrée pour reconnaître les logs. Donc là, on a trouvé un petit moyen d'avoir des valeurs prédéfinies. Donc on a traité le cas des champs utilisateurs exploitables dans les logs EasyParse. On s'est basé sur ce qui était disponible. Donc ça concerne l'Université de Lorraine et puis Rennes 1. Donc Thierry Fournier n'est pas en ligne, il n'a pas pu, il ne peut pas assister à la présentation, mais il était intéressé. Sachant que l'Université de Lorraine est moyennement intéressée puisqu'ils ont eux aussi des solutions pour rapatrier des informations utilisateurs qui est hors EasyParse. On a quand même traité le cas parce que au niveau des configurations, il est possible que, c'est même sûr, certaines universités ont la même configuration que l'Université de Lorraine, mais n'ont pas forcément la possibilité de remonter ces informations ou de les découper. Donc on a traité ce cas à minima, c'est pour ça qu'on a appelé le MVP, le produit minimal viable en ce qui concerne les utilisateurs, sachant que potentiellement on pourrait faire plus au niveau utilisateur, parce qu'on
avait dans l'idée d'utiliser ce qu'on a appelé des UKB, des bases de connaissances utilisateurs. Là, on ne les utilise pas vraiment dans ce sprint parce qu'on n'a pas de cas d'usage réel dans la configuration dans laquelle on fonctionne actuellement. Donc, c'est donc un premier jet. Bon, ça tombe bien parce que ce sprint était très court, donc on avait de toute façon peu de temps pour faire les développements. Donc, voilà. On a corrigé, donc, comme je disais, des bugs et on a ajouté des traces. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Ça consiste, l'exploitation des informations utilisateurs, je vous ai fait un petit schéma où on revoit une ligne de log, en fait, hein, ce qu'elle contient. Donc, EasyParse découpe cette ligne de log. Bon, on ramène les adresses IP, les logins, une date, et puis des informations. Alors, les informations peuvent concerner soit la ressource consultée, hein, bon, ben, ça c'est la partie cœur, parseur, avec les PKB. Et là, aujourd'hui, on va traiter des champs éventuellement supplémentaires, et on traite ça via des headers. C'est-à-dire qu'on va indiquer via des headers HTTP comment on traite les champs supplémentaires. Et donc, potentiellement via aussi des UKB, des bases de données utilisateurs. Donc le but, ça va être, à partir de cette ligne de log, qui va contenir, là on le voit en bleu, un champ supplémentaire dans lequel seront présents des informations utilisateurs, on va décomposer ce champ pour le rendre facilement accessible dans la sortie, donc là j'ai fait un tableau parce que ça représente la sortie CSV. Donc, on va faire un découpage de ces champs pour les ranger dans des bonnes colonnes qui seront exploitables plus facilement via un éditeur, un tableur. Voilà. Donc, le fonctionnement d'EasyParse a été conçu pour être utilisé sous forme REST, hein, sous forme de ligne de commande. Donc c'est pour ça que aujourd'hui ça va être un petit peu technique, parce que la première partie c'est implémenter les commandes. Et une fois qu'on a implémenté l'usage en ligne de commande, après on implémente l'usage sous forme de formulaire. On a eu le temps d'aller jusqu'au formulaire, donc on a fait la fonctionnalité complète. Mais bon, pour vous exposer comment ça fonctionne, il faut passer par l'usage en ligne de commande. Donc, j'ai un fichier test que je peux vous montrer. Donc, on a conçu. Voilà, en fait, on est en mode Scrum et donc on a commencé par concevoir des fichiers qu'on allait traiter, hein, et qu'on a testé, et après on a implémenté. Donc, on s'est fait un fichier où on a une ligne de log. Hein. On voit pas bien, là, je vais essayer de fermer la fenêtre. Là, donc on a cette ligne-là, et c'est ça qu'on utilise pour faire nos tests. Donc là, je suis connecté, j'ai une commande à lancer. Donc on utilise curl qui simule en fait le comportement d'un client et qui va appeler je lance la commande. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la ligne de commande. On voit l'affichage que rend EasyParse. Donc on voit tous les fichiers rapports, hein, éventuellement les fichiers qui contiennent les lignes qui ont été rejetées. Et puis on voit le résultat ici. Donc c'est un résultat en CSV. Ce qu'on voit, c'est que on remonte juste le champ utilisateur là, qui n'a pas été traité. Hein, pour l'instant, on n'a rien mis. Hein, c'est un traitement normal.
On n'a pas mis de header. On prend donc le fichier user monoplus, hein, la ligne de log qui contient des infos, on le traite comme d'habitude, et donc voilà ce qu'on obtient. Là, vous avez, c'est peut-être un peu plus lisible ici. Alors, si on, si on veut décomposer donc ce champ user qui contient des choses séparées par des plus, qui sont pas forcément, et qu'on veut pouvoir ranger dans des bonnes colonnes, et bien on a décidé de l'écrire via des headers. Ces headers s'écrivent de cette façon-là. Et donc, les headers s'appellent user field et ils fonctionnent par bloc. Donc là, c'est peut-être un peu plus, ça sera plus facile si je vais sur la doc, hein, la documentation Easyparse. Donc, on auto-documente toujours, le produit. Donc là, on a rajouté la définition des headers user field et le détail, c'est ça, voilà. Donc, on va procéder par un bloc de header numéroté. On va donner donc un certain nombre de headers qui vont permettre de définir et dire voilà ce qu'on doit faire. Donc, il nous faut un champ source. Donc déjà, on a des blocs, c'est-à-dire que là, vous voyez que on peut avoir plusieurs blocs. Là, on commence à numéroter à 0. Et tout ça, ça fait un bloc qui permettent de définir tout ce qu'on va faire sur un champ source. Donc il nous faut un champ source, il nous faut le séparateur qu'il y a dans ce champ source, et puis après, dans quoi on va mettre les informations qu'on va éclater et qui correspondent à des informations utilisateurs. Donc là, tout ce qui est rouge, enfin tout ce qui est en couleur, c'est des zones variables, hein, d'accord, qui peuvent varier. Tout ce qui est donc qui n'est pas fixe. Donc, on a le nom du champ source, on a un séparateur, et puis pour ranger les choses dans des champs destination, on va utiliser des expressions régulières qui vont nous permettre de reconnaître que c'est une composante, ou c'est un groupe, ou c'est autre chose, et donc de les mettre dans des bonnes colonnes. Et puis, éventuellement, si on ne reconnaît pas des choses dans les expressions régulières, eh bien, on va avoir un champ qui va recueillir tout ce qui reste. Et si on le précise, eh ben, on aura ce champ qui contiendra tout ce qui reste. Si on ne le précise pas, eh ben, ce qu'on n'a pas reconnu dans les expressions régulières, on ne tient pas compte. Voilà. Donc ça, c'est la documentation. Et puis, après, j'ai pris différents exemples. Donc là, je vais vous jouer la même chose que tout à l'heure, mais en utilisant donc les headers. Donc là, on est sur Easyparse. Et donc, on a fait le traitement et on voit que ici, on a rajouté des champs, hein, parce que là, j'avais dit que je voulais un champ groupe en plus qui peut contenir ces valeurs. Et puis, je voulais aussi un champ catégorie qui, lui, contiendra des informations qui viennent de ce champ, mais qui sont sous forme d'un chiffre sur trois, d'un nombre sur 3 chiffres. Donc là, voilà, c'est ce qu'on obtient. Donc on a notre champ groupe dans lequel on a mis étu, et puis notre champ catégorie dans lequel on a mis 940. Voilà ce que fait. Et donc si on regarde l'exemple, on voit que dans le champ origine, il y avait quelque chose qui s'appelle default, et qu'on n'a pas mentionné, et donc il est ignoré. Il est ignoré, on ne l'a pas. Bon, par contre, on laisse toujours le champ d'origine, hein, qui contiendra les informations d'origine qui potentiellement pourront être aussi retraitées. Mais donc là, on traite les deux cas, à la fois éventuellement l'université de Lorraine qui, elle, c'est traité par ailleurs, ou on a déjà un premier travail qui est fait par Easyparse. Donc, bon, alors on a travaillé aussi sur le séparateur, donc on peut avoir un séparateur différent. Je ne vais peut-être pas jouer l'exemple comme ça, c'est pas très explicite. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer donc on peut changer le séparateur.
on peut mettre donc plusieurs blocs et on peut avoir des valeurs multivaluées. J'ai joué sur des derniers cas de figure. Alors, ouais, je vais peut-être montrer le fichier test, effectivement. Donc là, je vais revenir ici. Là, je suis sur GitHub. Donc, comme le code est libre hein, et en ligne, donc les exemples aussi sont disponibles. Donc, l'exemple que je vais utiliser, ça va être donc le user multifield user multifield.log. Donc, il est là, voilà. Voilà, donc là je l'ai rapatrié dans le navigateur. Donc on voit que on a plein d'informations, enfin on a dans le champ supplémentaire, hein, on a des informations comme ça. Voilà, donc on a un format, un log format EasyProxy là qui définit comment se structure la ligne de log. D'accord. On voit qu'ici on a deux champs qui vont recueillir des informations. L'expression régulière on permet de nommer des zones. Donc on va cette expression régulière là qui match va être mise dans ce champ user 0. Cette expression régulière là va être mise dans le champ user 1. Au niveau EasyParse, on dit que ce champ user 0, on va le découper via le plus, et puis, comme dans l'exemple précédent, on range dans une colonne groupe 0 ou dans une colonne catégorie 0 les informations qu'on va trouver. Et là, on a précisé residual, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas rentrer dans ces deux expressions régulières, eh ben, ça ira dans une colonne qu'on appelle rest 0. De la même façon, il y a un deuxième champ qu'on peut utiliser, donc deuxième bloc ici, hein, avec 1. Et puis donc, ça va être user 1, donc ça va être ce champ-là qu'on va prendre en entrée. Il va être séparé par des espaces, et potentiellement, il va contenir des choses comme ça. Et donc, on va splitter dans des colonnes qui vont s'appeler donc groupe 1, catégorie 1, et éventuellement même composante 1, il peut y en avoir un certain nombre. Et le reste, on va le mettre dans reste 1. Voilà. Donc là, je vais jouer l'exemple. Voilà. Et donc, on obtient notre résultat. On a nos colonnes supplémentaires, groupe 0, catégorie 0, reste 0, groupe 1, catégorie 1, composante 1. Et donc, on va avoir des choses comme ça. Donc là, on voit qu'on a un champ qui est multivalué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs valeurs qui matchent l'expression régulière. Et donc, comme on la rencontre plusieurs fois, donc il faut aussi la séparer. Donc, on remet le séparateur qu'on avait trouvé en entrée. Par contre, donc ça c'est groupe 0. Et donc, catégorie 0, c'est que des, enfin, c'est un code numérique. Donc, on l'a mis dans la bonne colonne. On voit que là, on a traité le reste. Hein, default, on l'a mis dans la colonne reste 0. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'écriture, la syntaxe de description n'est pas tellement, pas trop facile. Hein, faut comprendre ce qui se passe, mais ça apporte beaucoup de souplesse. Même si là on parle de champ utilisateur, en fait c'est carrément un splitter de champs, ça pourrait être utilisé pour d'autres champs qui ne concernent pas forcément des informations utilisateurs. Bon, là, oui. Est-ce que je peux poser une question maintenant? Vas-y. Est-ce que tu peux revenir sur le dernier cas que tu as fait rejouer? Oui. Quand tu l'avais au niveau de la documentation. Alors, attends, celui-là? Oui, voilà, celui-ci. Ouais. Dans la catégorie 1,
Oui, Si jamais tu avais eu un D majuscule, oui. ça aurait eu une conséquence sur le champ du composant 1, parce que ça aurait Alors, matché droit, par exemple. potentiellement, effectivement, entre les différentes expressions régulières, on les fait jouer dans l'ordre. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas testé tous les cas, on n'a pas testé vraiment, on n'a pas torturé les choses parce que on se dit que on le fera à l'usage. C'est-à-dire qu'on compte sur les retours pour traiter les cas. Parce que là déjà on a essayé d'avoir des cas d'exemple, on a eu du mal à en trouver parce que l'Université de Lorraine, on a eu un petit peu de cas, on a eu un petit peu de choses au niveau Rennes 1, mais c'est vrai que potentiellement, s'il y a des choses à reconnaître qui sont mélangées, qui ne sont pas facilement triables, potentiellement, effectivement, il pourrait y avoir des effets de bord au niveau des expressions régulières. Et en fait, c'est une autre façon de poser la question. Pourquoi vous avez choisi la souplesse mais la difficulté des expressions régulières par rapport à la position? Puisque vous avez découpé les champs, donc vous avez des positions. Oui, mais enfin, je pense que l'expression régulière, effectivement, ça offrait plus de souplesse que les positions. Potentiellement, si on a le cas, si on a des gens qui ont des champs, donc fixes, hein, avec des longueurs fixes, on pourrait imaginer des headers qui décrivent ce positionnement. Mais on peut aussi le faire en expression régulière. Enfin, je pense que l'expression régulière, c'est ce qui offre le plus de souplesse. Après, la difficulté, c'est d'écrire la bonne expression régulière. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est même d'écrire la bonne expression régulière, mais qu'elle ne matche pas à deux endroits différents où on ne le voudrait pas. Oui. C'est vrai que là, il va falloir le voir en fonction des cas d'utilisation. On va commencer par ça et voir en conditions réelles comment ça se comporte. Parce qu'on a beaucoup de soucis du type de celui que tu viens de soulever, donc des expressions régulières qui sont trop gourmandes et qui finalement vont chercher à des endroits où on n'a pas besoin d'aller chercher. Et si ça se représente trop souvent, alors on reviendra là-dessus. D'ailleurs, vous avez le cas ici parce que vous avez un match sur un M majuscule au niveau des catégories et vous avez une composante avec math. Oui. Alors après, on trouve pas le séparateur aussi. Enfin, il y a une histoire de séparateur. Mais on est vraiment dans la démarche Scrum, c'est-à-dire que là, on a implémenté la fonctionnalité et on a testé sur ce dont on avait à disposition. On fera une autre itération si on a des retours qui nous disent que ça fonctionne pas. Donc là, on est vraiment. Donc si vous avez l'usage de cette fonctionnalité et que vous remarquez des cas qui ne satisfont pas, donc là, vous faites le retour et nous, on essaiera de vous dire soit comment l'écrire via l'expression régulière qui va bien, soit comment le traiter. Voilà. Donc, après, je vais peut-être faire le cas Université de Lorraine là, en plus. Là. Donc, on a un champ, on a pris un petit échantillon test Université de Lorraine. Et puis, donc, pour montrer qu'on sait le traiter. Voilà. Donc là, il y avait quelques informations. Voilà. Donc c'était à l'époque où on voulait faire du Lamiline ou quelque chose comme ça. Donc là on voit qu'on a rajouté groupe et catégories et qui contiennent des informations là, donc l'anti 2, PLV, UPVL ou INTL. Voilà. Donc potentiellement, sachant que le champ d'origine c'était ça. Donc potentiellement on sait traiter les cas Université de Lorraine. Il y a aussi le cas Rennes 1
Donc le Karen 1, on a envoyé un peu plus de données, c'était sur des infos Wiley, je sais pas si ça sera finalisé comme ça, non, rien de trop grand. Donc là, bah, c'est un peu la même syntaxe, hein, on récupère les informations comme ça dans les champs. Voilà. Bon, dans l'exemple, j'en ai profité aussi pour utiliser d'autres headers. Donc on peut éventuellement préciser qu'en sortie, on retire l'URL. Et ici, on ajoute le PID, c'est-à-dire l'identifiant éditeur. Ici, on a retiré les champs session qui se trouvent dans le fichier de log, et puis on a rajouté l'identifiant utilisateur. Donc, on a aussi un exemple pour Montpellier 3. Voilà, il est un peu plus volumineux. Alors Montpellier 3, eux, j'ai retiré l'URL, peut-être que si je ne la retire pas. Ouais, l'URL de départ, parce que comme ça m'évite de montrer le fichier de log. On avait des choses... Ah non, c'est pas dans l'URL de départ que je le vois. C'est vraiment dans le fichier de log. Parce qu'en fait, je voulais dire qu'on identifie des choses comme ça, ici, là, qui sont composées dans le fichier de log. Bon, ça parle. En fait, ça va parler aux gens de l'université de Montpellier qui connaissent leur fichier de log. Sinon, je pourrais faire aussi un mot dessus. Voilà. En fait, eux, ils ont un champ identifiant qui est comme ça. Et donc, on décompose pour récupérer les informations utilisateurs. Donc là, c'est un petit peu long, les explications sur... donc je vais passer à la suite. Ce que je voulais montrer aussi, c'était que donc on l'avait implémenté au niveau formulaire. Donc, si je reviens là... il y a plusieurs choses à montrer au niveau formulaire. On a rajouté plusieurs choses. Je vais peut-être pas m'attarder, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a un champ supplémentaire là qui s'appelle valeur prédéfinie, qui permet en fait de préciser. Vous nous avez envoyé, hein, les gens qui ont envoyé des logs. On a eu des échantillons, donc on a pu reconnaître les formats des échantillons de logs qu'on avait. Et donc, on a mis des valeurs prédéfinies pour tous les cas d'usage, tous les gens qui nous avaient envoyé des cas d'usage. Donc, c'est pré-rempli dans le formulaire. Donc, par exemple, en particulier, Université de Lorraine, si je choisis, on voit que le type de log se remplit automatiquement, le format de log se remplit automatiquement. Et si je sélectionne un fichier, donc là, je devrais en avoir là, ici, et je lance le traitement. Voilà, il reconnaît aussitôt, il n'y a pas d'erreur et ça marche. Voilà. Donc je fais pas le détail pour les autres, mais voilà. On a mis donc ce dont je vous parlais, donc ce que je présentais via les headers, on l'a répercuté au niveau du formulaire. Donc je suis pas sûr, ça prendra peut-être un peu de temps de le montrer. Et donc là, en fait, on retrouve les mêmes éléments, hein, un champ source, le séparateur, le champ destination avec l'expression régulière. Et automatiquement, à partir du moment où on ajoute des choses, il en crée un nouveau. Il en crée un nouveau. Donc voilà. Vous voyez que ça se remplit tout seul. Bon, je vous ai pas parlé de tous les contrôles qui sont donc mis en œuvre au niveau commande et donc qui sont bien sûr répercutés quand on ne remplit pas suffisamment le formulaire. Il y a un message d'erreur qui s'affiche. Oui.
Oui, on peut en mettre. Alors, on en met plusieurs. Alors, ça se passe ici. Champ source, champ destination, pardon. Là, je ne remplis pas bien. Je vais mettre composante, comme je l'avais fait tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre user. Là, je vais mettre plus, par exemple. Hein, par exemple. Voilà. Et le champ reste, on n'est pas obligé de le remplir. Et à partir du moment où j'ai rempli un premier, on peut avoir un autre bloc. Hein, un autre bloc de description. Autre information intéressante, c'est ici. On travaille donc potentiellement en ligne de commande avec EasyParse. En remplissant le formulaire, une petite fonctionnalité intéressante, c'est que on écrit en fait la commande curl qu'on pourrait lancer au fur et à mesure, elle se met à jour automatiquement. Oui. Et puis là, un truc comme ça. Voilà. Donc on voit que ça se rajoute, hein, les headers se rajoutent, hein, ce qui avait l'air assez compliqué, je vous ai montré tout à l'heure, là en remplissant le formulaire, on l'obtient ici. Donc c'est un bonus. Bon, alors, toujours pareil, on attend vos retours. Hein. Donc là j'ai montré l'essentiel. Je sais plus où j'en suis dans la. C'est bon. J'ai dit ce que je voulais dire. Oui, donc par rapport aussi, je l'ai pas montré, mais les valeurs prédéfinies hein, qui sont disponibles dans le formulaire ici, là, elles sont accessibles. C'est pas en dur, hein, c'est un fichier de configuration. Donc quand vous faites une installation locale d'EasyParse, vous pouvez modifier ce fichier de valeurs prédéfinies. Hein. Et donc voilà comment ça se présente, un fichier JSON sérialisé qui se trouve à la racine d'EasyParse. Il a un nom bien précis, mais il contient des options qui peuvent être modifiables. Donc voilà, et c'est dynamique. Hein. Si je change les valeurs dans ce fichier, que je relance EasyParse, le formulaire va se mettre à jour automatiquement. Et ça, c'est l'occasion pour les établissements de fournir leur format dans ce fichier. Voilà. Sans donc, forcément travailler un peu en local dessus. Enfin, une fois qu'ils ont fait tout à fait. On peut avoir aussi en déjà avoir une liste qui s'agrandit avec les utilisateurs qui s'intéressent. Tout à fait. Donc là, en fait, ça peut même permettre d'avoir plusieurs formats par université. Hein. Enfin, il suffit d'avoir un libellé. Hein, et on peut se mettre des valeurs prédéfinies qu'on retrouve. Alors, l'enregistrement n'est pas dynamique via le formulaire. S'il y a des réels besoins, il faut faire remonter le besoin et puis on le théorisera. Mais actuellement, c'est quand même disponible via ce fichier .json. À partir du moment où on respecte la syntaxe, hein, il y a des étiquettes et puis on remet les valeurs. Hein, là, vous retrouvez les valeurs du log format, par exemple, qu'on mettrait dans le header. Voilà. Donc voilà, je vais passer la main à Cécilia qui va poursuivre la démonstration en montrant ce qu'on utilise au niveau UNIST. Juste une petite question. En fait, dans les logs, les données utilisateurs, oui. Ça dépend de la configuration de l'université. S'il a choisi d'en mettre dans ses logs ou pas. Exactement. D'accord, ok. Voilà. L'Université de Lorraine, hein, Bruno, vous rajoutez des informations via la configuration EasyProxy. Voilà. Ok. La cible, c'est ça. Donc, Cécilia, si tu veux. Bonjour. Je vais vous montrer un petit travail réalisé avec Visopio sur le mois de juin, du 1 au 22 juin, sur les logs du portail Bibliovi.
Donc, à la base, on avait 135 428 événements reconnus par nos parseurs sur BiblioVie sur 22 jours. Quand on enlève ce qui est abstract et ce qui est top, il restait 79 935 événements de consultation à traiter. Donc, j'ai fait quelques petits paramétrages que je vais vous montrer, le rendu qu'on peut avoir avec Visopio. Donc là, c'est une répartition par date et par plateforme. Donc ici, les dates. Donc on voit bien les week-ends, ça sortent bien. Et puis on voit par date les plateformes les plus consultées. Donc NPG, ScienceDirect, Springer, Wiley, et en bas, en petit, c'est BMC. Donc voilà la première vue qu'on peut faire assez facilement avec Visopio. Une autre vue par date. Voilà aussi. Donc là, c'est le nombre de consultations par plateforme et par date, et puis ici, l'évolution dans le temps. Donc c'est redondant avec la précédente, mais c'est savoir quelle vue on peut faire. Donc là aussi, on peut suivre par plateforme lesquelles sont les plus consultées en nombre de consultations. Le type de doc consulté. Donc là, PDF, HTML, aucune valeur. Donc là, c'est principalement pour les BMC, où ça, c'est pas encore bien connu. Et MISC, c'est les books. Donc ici, on voit une autre répartition par le type. Donc article, book. Ici, c'est aussi des books, et puis là, c'est aucune valeur. Et puis sinon, ensuite, j'ai fait un découpage de cette même répartition par type de doc, mais par plateforme. Donc pour BMC, pour EDP, pour NPG, pour ScienceDirect, pour Springer et pour Wiley. Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est le nombre de consultations par titre. Donc là, sur le premier, j'ai un souci. Hein. À mon avis, quand on a fait le lien avec notre base de données sur l'ISSN dans notre... c'est pas normal que celui-là arrive avant Nature. Donc il y a un souci sur celui-là, donc on ne va pas tenir compte du premier. J'ai pas eu le temps de faire toutes les vérifs parce que j'ai eu les logs un peu tard. Mais on ne tient pas compte du premier. Et sinon, Nature, donc aucune valeur, c'est ce que j'ai pas réussi à matcher sur l'ISSN, parce qu'il y en a encore que... Bon, il y a encore ce n'est pas bien au point. Et puis on voit que pour un portail BiblioVie, franchement, c'est des stats tout à fait normales. Ici, on voit le nombre de consultations par plateforme. Et ici, par ID ressources, donc chez nous, c'est séparé dans notre base de données. Donc les revues, elles sont gérées par Millennium. C'est pour savoir, Elsevier, il y a les négociations nationales, et puis il y en a d'autres ici qui sont les monos spécialement pour BiblioVie, et puis les revues spécialement négociées pour BiblioVie et tout. Enfin, ça, c'est voilà, pour les statistiques locales. Et là, un petit camembert par plateforme pour avoir différentes vues quand on fait des tableaux de bord. Ensuite, pour coller avec le thème du jour, j'ai fait le lien avec les unités Labintel. Donc chez nous, le login dans EasyProxy, il est par unité et avec un petit code devant qui change chaque année en fait. Donc il y a un espèce de code secret qu'on donne aux unités, plus le nom d'unité derrière, c'est un code à 8 chiffres. Donc j'ai fait juste une petite manip pour virer le code secret et comme ça je retrouve les logins unités. Et après, je fais pour regarder quelle unité consulte quelle plateforme. Et ici, après, en ayant fait le lien avec Labintel, je récupère toutes les infos de l'unité. Donc ici, je vois que celui qui consulte le plus sur le mois de juin de BiblioVie, c'est l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier qui a 2239 consultations. Donc attention, dans ces logs, il n'y a aucun dédoublonnage, puisque ça sera le sprint suivant. Donc c'est pas du tout pointer, c'est vraiment du log brut, il n'y a pas de dédoublonnage. Donc là, c'est pour montrer ce qu'on peut faire au niveau utilisateur pour le CNRS. Ensuite, au lieu de me mettre au niveau unité, je me suis mis par institut scientifique. Donc forcément, sur BiblioVie, c'est les unités de l'Institut CNRS Sciences Biologiques qui ressortent le plus. J'ai fait le petit camembert. Et ici, c'est par institut et par unité. Donc si je voulais filtrer pour regarder juste cette unité-là, j'aurais les comptes. Enfin, je ne vais pas faire une démo Visopio aujourd'hui, mais je peux filtrer pour retrouver certaines données et les vues se mettent à jour dynamiquement. C'est vraiment l'intérêt de cet outil. Et enfin, en nombre de consultations totales et puis par délégation. Donc c'était pour montrer qu'on pouvait vraiment travailler sur tous les champs une fois qu'on avait extrait les outils qui nous intéressaient dans Labintel. Donc là aussi, par délégation, on voit les unités qui consultent le plus. Donc par exemple, si je m'attarde sur Centrest,
je vois que c'est l'UMR 6249 qui a consulté le plus au mois de juin. Voilà. Et puis si je veux filtrer, après je peux retourner dans un autre écran et regarder à quoi correspond cette unité. Voilà une petite présentation rapide de ce qu'on peut faire avec des données brutes sorties d'EasyParse sur le portail Bibliosie. Donc là, vous avez bien utilisé les parseurs d'EasyParse. Ah oui, c'est que du EasyParse là. Okay. Donc il n'y a pas de Wiley parce que il n'y a pas de Wiley dans Bibliosie, mais sinon tous les autres, voilà, Science Direct, MPG, Springer. Ah si, il y a du Wiley. C'est lequel qu'on avait dit qu'il n'y avait pas un autre qu'on a dit. Kern. EDP et BMC. Ou les parseurs. Bah, les bases, oui, les bases de droit, ça nous on n'a pas. Et Kern. Kern, par exemple, il aurait fallu prendre Biblio et SHS. Quand on utilise d'ailleurs des logs de l'Université de Lorraine, on a beaucoup plus de plateformes reconnues parce qu'on couvre plus pour l'Université de Lorraine actuellement que pour nous. Donc nous on a 6, il y en a 5, 6 là. Ouais. Non. Il y en a 6. Voilà. Là, il y en a 6. Alors sachant que c'est pas encore attention parce que les ça va être principalement de la régulation. Probablement. Mais disons, pour l'instant, on va faire beaucoup d'événements de ça, donc il faut surtout, c'est sur votre compte, parce qu'il y a mon 4 ou 5 partenaires qui ont été commentés sur tout ça. Donc, ça fait pas que la sujet. C'est pareil qu'on travaille avec il y a une nouvelle analyse de plateforme en ligne, bientôt les partenaires vont suivre. Tout ça, c'est le travail dessus. Ok, donc on peut prendre éventuellement des questions si vous avez. Alors peut-être qu'il faut en mettre à l'écran. Alors attends, comme ça. Mais s'il vous plaît, j'ai une question là. Oui. Parce que ici, dans l'écran qu'on voit en ce moment, les logs ont l'air d'être répartis dans chacune des plateformes. En fait, c'est ce que vous avez identifié pour chaque plateforme. Mais dans une autre vue, vous avez montré qu'il y avait un certain nombre d'événements de consultation qui ne pouvaient pas être raccrochés à des titres de périodiques. Oui, ils sont raccrochés à des plateformes, mais pas à des titres. Là, au niveau plateforme, tout est reconnu. C'est au niveau titre que... Ah oui, au niveau titre. Les Springer, par exemple, il n'y a que le DOI qui identifie. On n'a pas encore le résolveur de DOI pour aller jusqu'à la... D'accord. Mais il pourrait y avoir aussi comment dire, des titres qui ne seraient pas dans la base de connaissances de l'éditeur. Oui, c'est pour ça. Alors, il y avait pour Nature, tout avait bien marché avec la base de connaissances qu'on avait fait, mais j'ai fait une liaison aussi sur l'ISSN de tout ce qui n'était pas reconnu sur notre base à nous, Millennium, qui gère toutes ces données, pour arriver à aller jusqu'au titre. J'ai fait d'abord, pour certaines plateformes comme Nature, les titres étaient ramenés par EasyParse. Mais pour d'autres, Science Direct, Springer non. Je crois qu'il n'y a que pour Nature que ça ramène les titres. Pour les autres, j'ai été chercher les titres grâce à la fusion sur l'ISSN ou le ISSN de notre base Millennium à nous. Donc j'ai fait un export et puis avec Visokio, j'ai navigué tout ça et puis j'arrivais à récupérer le titre. Et il y en a encore certains que j'arrive pas encore à récupérer, il faut que je pousse un peu plus loin. Donc après aussi, ta question peut porter sur la complétude des PKB en fait. Aussi. Ouais. On peut potentiellement avoir des identifiants éditeurs qu'on ne sait pas faire matcher avec un ISSN. Voilà. Bon, ça, on le traitera donc en regardant les fichiers rapports. Quand on a un traitement EasyParse,
il produit des fichiers rapports et il filtre en fait les lignes pour lesquelles il n'a pas réussi à identifier éventuellement le PID et le faire correspondre à un ISSN. Et donc on se retrouve avec dans un fichier toutes ces lignes-là pour potentiellement essayer d'améliorer la correspondance. Ok. Ouais, ça pourrait être pas mal de faire une mise en forme de fichiers là, tu sais, voir si on peut retrouver quelques historiques et... Oui, c'est sûr que plus il sera facilement exploitable, plus on pourra s'en servir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour moi, non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, remarquons ici peut-être. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, pas de remarques, on va conclure la démo, sachant que bien sûr, là, on a commité la version 8, enfin 0.0.8 sur Analogist, elle est disponible. Donc vous pouvez tester de plus en plus facilement vu que les fichiers il y a des valeurs prédéfinies pour les fichiers de log des gens qui nous avaient envoyé des choses. Donc vous allez pouvoir expérimenter. Et puis on prend les questions, on peut prendre des questions a posteriori aussi. Il y a les cadeaux habituels, Voilà. par mail, par téléphone, computer, etc. Voilà. Le prochain sprint, donc ça va être le dédoublonnage counter. Et donc là, ça va nous permettre à l'issue du sprint d'avoir des données qui correspondent à des consultations un peu plus réelles. En tout cas, on va se rapprocher de ce que définit Counter pour faire les comptages. Donc on aura les mêmes types de courbes que ce qu'a montré Cécilia, sauf qu'elles seront épurées et puis on pourra les interpréter plus en termes de consultation qu'en termes de transactions. Voilà. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt des transactions entre des clients et les sites des éditeurs. Voilà, donc là, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais plus, c'était quand, je crois que c'est en août. Et ça sera la fin. La fin de cette première version de EasyPass. Probablement autour du 13 août. 13 août. Voilà, on avait dit ça, 13 août. Ouais. Il n'y aura pas grand monde. Ouais, c'est pas une date évidente, hein. Alors, c'est pas tout à fait évident, mais ça nous permettait de nous réunir une dernière fois avec l'équipe ici, avant que Dominique parte en vacances. Et du coup, je pense que donc là, pour l'instant, on s'était projeté sur la date du 13 août, mais je vais faire un doodle, hein, et puis comme on l'a fait d'autres fois, on verra, on essaiera de voir par rapport au présent et puis gérer la meilleure date possible. Alors après, peut-être que pour ce sprint-là, comme c'est du début de l'H-Printer et que c'est une problématique qui est assez bien maîtrisée quand même, ça nécessite pas une démo qui est ensuite celle d'aujourd'hui, par exemple. Enfin, je pense à voix haute, hein, mais... Oui, forcément, ça sera moins, enfin, on verra qu'il y en a moins, ça sera moins visuel. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est vraiment une problématique que les gens commencent à bien maîtriser, cette histoire enfin, l'idée qu'on doit dédoubler des logs. Et une question sur le prochain sprint. Est-ce que dans les logs, vous êtes capable d'identifier une session? Est-ce que ça a un sens même? Oui, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, par rapport au prochain sprint, on se pose un certain nombre de questions au sujet des éléments qu'on va utiliser pour faire ce dédoublonnage.
et on sera obligé donc de choisir un certain nombre d'éléments qui vont servir à faire des dédoublonnages. Les sessions, ça pourra en faire partie, mais en tout cas, c'est ce qu'on pratiquait dans l'application précédente avec Limustat. On fixe un certain nombre de champs qui servent et on les priorise. C'est-à-dire que si on a, par exemple, la session, eh ben, effectivement, la session, elle sera plus significative que l'adresse IP, etc. Mais si on n'a pas la session, ben, on se rabat sur l'adresse IP, on se rabat sur le login, on se rabat sur les informations qu'on pourra avoir dans le fichier de log. Alors, il y aura pas mal de choses qui seront par défaut, mais potentiellement, effectivement aussi, on pourrait utiliser des champs qui seront rajoutés, ou je ne sais pas. Donc ça, on va en parler cet après-midi dans le sprint planning pour ce dernier sprint. Non, parce que comment dire, il y a eu un test qui a été fait par Counter de faire un dédoublonnage par session. Ouais. C'était tellement catastrophique pour les éditeurs qu'ils ont dit que c'était trop difficile ou pas possible à mettre en place. Enfin bref, ils l'ont abandonné dans la norme, enfin, dans les recommandations. Mais je me disais que ça pourrait être intéressant ou amusant d'avoir un paramétrage du dédoublonnage en disant, ben voilà, je veux le dédoublonnage Counter de base, qui d'ailleurs peut évoluer, et puis je voudrais voir ce que ça donne sur un dédoublonnage de session. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait pertinent. Et aussi, alors je m'avance peut-être un peu, mais par rapport à un questionnement aussi que tu te posais, vis-à-vis de qu'est-ce qu'on retient, les talks, qu'est-ce qu'on retient, les articles, etc. On a pensé à un mécanisme qu'on pourrait utiliser, c'est la qualification des événements de consultation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un niveau de qualification, en essayant de faire court, une talk, ça serait quelque chose qui serait peu qualifié, mais on pourrait demander à avoir tout ce qu'on veut, tout ce qui est qualifiable. Mais on pourrait demander un niveau de qualification haut, et à ce moment-là, on n'aurait que les articles HTML, PDF. Enfin, tu vois l'idée un peu. Et donc, dans le parseur, on pourrait dire tel type de consultation, il est qualifié à tel niveau. Donc, on rajouterait ça au niveau de l'analyse. C'est un peu l'idée. Ok, mais ça oblige quand même à ce que tous les parseurs puissent tout faire, a priori. Non, pas forcément. Il faut qu'il fasse quelque chose de minimal. Et puis on pourrait aussi voir dans les parseurs quel niveau de qualification ils sont capables de rendre. Ouais, voilà, c'est l'idée. Ça ne remet pas en cause ce qui est fait actuellement. Ça permettrait de filtrer en fait, de filtrer le résultat pour dire voilà, moi ça m'intéresse pas les tops donc je m'en fous. Alors que d'autres diraient si moi ça m'intéresse donc je les veux dans la sortie. Je mets un paramètre et je l'obtiens ou je l'obtiens pas. Ben oui, mais du coup, ça revient quand même un peu à ce que je disais. Si vous voulez offrir cette possibilité-là, il faut que le maximum de parseurs puisse faire le maximum de choses. Oui, effectivement, ça c'est clair. Et donc ça a des répercussions sur l'analyse de la plateforme. Ouais. Et le coût de maintien en termes. Aussi. Ouais. Alors après, ça c'est l'idée, moi, que j'ai en tête. Si ça ne sert pas, on ne le fera pas. Mais ça pourrait être une réponse au questionnement sur les talks, par exemple. Et on pourrait utiliser le même type de mécanisme pour les sessions ou les utilisateurs. Non, l'idée, effectivement, elle est pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'ôte pas le travail d'analyse, de parseur et de maintenance. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. C'est-à-dire que plus l'analyse est fine et plus EasyParse peut rendre des choses, à partir du moment où c'est disponible dans les URL. Oui. Voilà. Bon. Donc, merci à tous pour votre présence et puis pour les questions.
Et Merci à vous. sinon, bah, on se retrouve en août. Ou pas. Au revoir, merci.